Voici l'équipe qui ce soir nous a ramenés sur Mars. Le 5 août 2012, cette équipe est entrée dans l'histoire. Son dernier bébé, le plus grand et le plus sophistiqué des robots martiens, s'est posé en douceur sur le sol de la planète rouge. Cet exploit a nécessité 10 ans de recherche et d'expérimentation rigoureuse. L'équipe a repoussé les limites de la technologie et a gagné son pari. C'est génial! Baptisé Curiosity, ce rover va tenter de répondre aux questions que l'homme se pose depuis longtemps. Y a-t-il actuellement, ou y a-t-il eu dans le passé, des formes de vie sur Mars? Sommes-nous seuls? Pour moi, c'est la grande question scientifique. Regardez! Mars a déjà fait l'objet de nombreuses explorations. Et les missions précédentes ont dévoilé une planète plus dynamique qu'on ne l'aurait jamais imaginée. Avec Curiosity, s'ouvre une nouvelle ère de découverte, motivée par un rêve très ancien. L'homme a besoin d'aller explorer parce qu'il est curieux de nature. On a soif de l'inconnu. Mars, c'est un peu notre nouvelle frontière. Ce sera l'aventure la plus excitante qu'on ait jamais entreprise sur Mars. Ce rover a été créé pour percer les secrets de la planète rouge. Embarqué avec la mission Curiosity. Le moment de vérité approche pour les plusieurs centaines d'ingénieurs et de scientifiques du Jet Propulsion Laboratory en Californie du Sud. 8 mois plus tôt, cette équipe a lancé une mission vers Mars. Et dans moins d'une heure, le robot qu'elle a conçu se posera sans encombre ou connaîtra une triste fin. Les chances de réussite sont minces. La plupart des missions vers Mars ont échoué. Ce soir, des carrières et des réputations sont en jeu. L'avenir même du programme spatial américain pourrait bien être remis en question. Mais pourquoi une telle fascination pour la planète rouge? Certes, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, mais ses paysages sont grandioses. On y trouve le plus long canyon connu de tout le système solaire, 10 fois plus long et 5 fois plus profond que le Grand Canyon de l'Ouest américain. Ainsi que le plus gros volcan, 25 000 mètres d'altitude. Et d'imposants cratères jalonnent la surface. Ce spectacle de toute beauté ne doit cependant pas faire oublier l'hostilité des lieux. Dépourvu de champ magnétique global, Mars est balayé en permanence par le vent solaire. Frappée par le rayonnement solaire, l'atmosphère martienne, composée essentiellement de gaz carbonique, est 100 fois plus fine que celle de la Terre. Trop fine pour piéger la chaleur. Au cours de l'été martien, les températures peuvent être positives à l'équateur, mais en règle générale, la surface est glaciale, avoisinant les moins 53 degrés. S'il y avait aujourd'hui de l'eau sur Mars, elle passerait presque instantanément à l'état gazeux ou solide. Pourtant, l'eau a laissé son empreinte à travers toute la planète. Lits fluviaux, deltas, paysages érodés par des inondations massives. Selon la plupart des spécialistes, il y a 3,5 milliards, 4 milliards d'années, il y avait sûrement beaucoup plus d'eau sur Mars sous forme de lacs et de rivières intermittentes. Dans sa jeunesse, Mars était en quelque sorte la jumelle de la Terre. À l'époque où l'eau coulait à flot sur Mars, la vie s'y est-elle développée? Comment la planète s'est-elle transformée en un désert glacial? Pourrait-elle aujourd'hui abriter des formes de vie?
Telles sont les questions qui nous ramènent sans cesse vers la planète rouge. La dernière mission de la NASA, Mars Science Laboratory, ou MSL, a pour pièce maîtresse le rover Curiosity, le plus ambitieux robot scientifique jamais envoyé sur une autre planète. J'adore le nom de notre rover. La curiosité, je pense que c'est sa raison d'être. On en parle comme si c'était une personne, parce que pour nous, c'en est une. Curiosity est une merveille de technologie. Bardé d'instruments scientifiques uniques en leur genre, il est équipé pour communiquer depuis Mars et il est alimenté par une batterie nucléaire. De quoi mener à bien sa mission 2 ans durant dans l'environnement extrême de la planète rouge. L'objectif de cette mission est de rechercher des environnements habitables. Ça revient en gros à rechercher 3 éléments indispensables à la vie. Sur Terre, tous les organismes vivants ont besoin de 3 éléments essentiels. Une source d'énergie, comme le soleil ou l'activité volcanique, de l'eau liquide et des composés organiques, les molécules carbonées qui constituent les briques de la vie. Mars a-t-elle un jour réuni les conditions nécessaires à l'apparition de la vie? En analysant les roches et le sol de la planète rouge, le rover va nous permettre de le découvrir. Expédier Curiosity sur Mars revient presque à envoyer sur place un géologue de terrain comme John Grotzinger. Quand un géologue observe un paysage comme celui-ci sur Terre, il cherche des indices qui lui permettent de reconstituer l'histoire géologique de la planète. Et aujourd'hui, grâce à Curiosity, on peut faire la même chose sur Mars. Les outils à disposition du rover ont de quoi faire pâlir d'envie tous les géologues de notre planète. Tout bon géologue possède une loupe de terrain pour observer les grains qui composent les roches. Curiosity possède un instrument équivalent, le MALI. Cette caméra, montée à l'extrémité du bras du rover, permet d'observer les roches de près ou de loin. On peut faire une mise au point à différentes distances selon l'objet qu'on observe. Ce sera mieux qu'avec ça. La photographie est très importante parce qu'elle crée un contexte pour toutes les mesures et observations. Curiosity est équipé de 17 appareils photo. On a un téléobjectif, on peut faire des plans moyens, des gros plans, on peut aussi tourner des vidéos. Pour recueillir des échantillons de roches, le géologue utilise un simple marteau. Le marteau sert à prélever des roches qui ne sont pas visibles en surface, pour en effectuer l'analyse géochimique et en connaître l'origine. Curiosity, lui, dispose d'outils nettement plus puissants, notamment un laser capable de vaporiser un échantillon gros comme une tête d'épingle jusqu'à 7 mètres de distance. L'analyse de la lumière émise par la vaporisation permet de déterminer la composition chimique de la roche. Le rover est également doté d'une foreuse qui pulvérise la roche et récolte la poudre ainsi obtenue. Sur Terre, on doit apporter l'échantillon au labo pour l'analyser. Avec Curiosity, c'est le labo qu'on apporte sur le terrain. Grâce à un bras manipulateur, les échantillons de roches pulvérisées sont déposés dans 2 mini-laboratoires à l'intérieur du rover. Le premier utilise des faisceaux de rayons X pour identifier les minéraux. Le second recherche la présence de molécules organiques qui pourraient avoir été associées à la vie. Grâce aux molécules organiques, on est capable de détecter des traces de vie passée, même si aucun fossile ni aucun organisme n'a subsisté. On ne cherche pas directement des formes de vie, on cherche des composés organiques. Les capacités technologiques de Curiosity ouvrent une nouvelle page de l'exploration martienne. Cette mission va faire progresser nos connaissances sur Mars comme jamais auparavant. On embarque 15 fois plus d'équipements scientifiques, ce qui explique que le rover qui va devoir les porter soit si gros. Curiosity pèse près d'1 tonne, plus de 2 fois le poids combiné de tous les précédents rovers martiens.
Or, quand il s'agit de se poser sur le sol de Mars, chaque kilo compte. Il fallait un nouveau système. On n'avait jamais fait atterrir un tel engin. Tous les atterrissages réussis ont fait intervenir grosso modo les mêmes techniques. Le rover est logé entre une coque et un bouclier thermique qui le protège des échauffements lors de l'entrée dans l'atmosphère martienne. Puis, un parachute se déploie. Mais l'atmosphère martienne est trop ténue pour ralentir la descente jusqu'au sol et assurer un atterrissage en douceur. Quelles sont donc les solutions? Les prédécesseurs de Curiosity ont eu recours à des airbags géants afin d'amortir le choc. Mais ce rover était trop gros pour qu'on puisse envisager d'utiliser des airbags. Il aurait fallu des ballons extrêmement gros et lourds. Il fallait trouver autre chose. L'approche traditionnelle consiste à utiliser un module atterrisseur autopropulsé muni de jambes d'atterrissage. En temps normal, la fusée se pose la première. On descend l'échelle et on part explorer. Comme Buck Rogers ou les astronautes d'Apollo. Mais on voyait bien qu'un atterrisseur serait trop lourd avec un gros rover sur le dos. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas faire l'inverse? Retournons l'ensemble et plaçons la fusée au-dessus. Et le rover monté sur roue en dessous. On a commencé à creuser cette idée d'un jetpack, un réacteur dorsal, au bout duquel serait suspendu le rover. Ça n'a rien d'évident au premier abord. C'est même assez casse-gueule. On en a un deuxième? L'équipe propose alors une procédure inédite. Le scénario est le suivant. Curiosity pénètre dans l'atmosphère martienne à 21 000 km/h. Les frottements le ralentissent jusqu'à 1500 km/h. Puis, le parachute se déploie. À 1600 mètres du sol, le module de descente se débarrasse de sa capsule et allume ses rétrofusées. Il se transforme ensuite en sorte de grue volante. Il libère le robot Curiosity et le fait descendre au bout de 3 filins. Une fois le rover posé au sol, les câbles se détachent, puis le module de descente repart et va s'écraser un peu plus loin. Le tout ne dure que 7 minutes et requiert une précision extrême. Il y a littéralement des millions de petites choses qui doivent s'enchaîner correctement. Sinon, la partie est terminée. Pour exposer leur tout nouveau système d'atterrissage, les ingénieurs réalisent une courte présentation vidéo. L'accueil est plutôt mitigé. Certains de nos chefs ont été horrifiés quand ils ont vu cette vidéo. C'était à se demander si ça n'allait pas déclencher des paris à Las Vegas. La séquence d'atterrissage est totalement irréelle. On n'y croit pas. La grue volante paraissait très peu crédible. Il a fallu convaincre nos chefs que ce n'était pas une invention délirante, mais au contraire une solution élégante. L'équipe doit tester son système et la tâche est loin d'être aisée. Ici, sur Terre, on ne peut pas réaliser une seule expérience pour simuler la descente depuis l'entrée dans l'atmosphère jusqu'à l'atterrissage. Il n'y a pas la même atmosphère ni la même gravité. On doit fragmenter la phase de test en de multiples séquences et, sur la base des résultats obtenus, se convaincre que l'ensemble va fonctionner. Pendant des années, différentes équipes vont se relayer pour tester un à un les éléments de ce nouveau système d'atterrissage. Le parachute de Curiosity est le plus grand jamais réalisé pour un vol extraterrestre. Mesurant 16 mètres de diamètre, il est conçu pour supporter un poids équivalent à 30 tonnes. Afin de tester sa fiabilité, une équipe se rend à la plus grande soufflerie du monde, au cœur de la Silicon Valley. On était convaincus que le parachute était bien conçu et que tout allait bien se passer. Le premier essai est une réussite. 3,
2, 1, feu! Le parachute s'ouvre, les murs tremblent, on voit la toile qui flotte dans l'air et tout le monde jubile. C'est fabuleux. Un deuxième essai est alors réalisé. 3, 2, 1, feu! Raté. Une catastrophe. Il a explosé. Il y avait des petits bouts partout et un truc en lambeaux au bout du tunnel. Le parachute est fichu. C'est presque comme si on perdait un ami, un compagnon de route. Ça nous a pris au dépourvu. On ne s'y attendait pas. L'équipe est anéantie. On a établi un véritable plan de bataille pour déterminer les raisons de l'explosion et savoir si ce problème mettait en péril la mission. Ils ne disposent que d'une vidéo de piètre qualité. Il leur faut de meilleures données. On s'est procuré 13 ou 14 caméras, haute résolution, haute vitesse, qu'on a réparties un peu partout. Si un truc ne fonctionnait pas, cette fois, on ne risquait pas de le manquer. L'équipe reprend les essais en espérant fortement un nouvel échec. 2, 1. On a refait un test et le parachute s'est ouvert normalement. On était déçus. Réussi. On a recommencé. Et c'est réussi. Puis un autre et encore un autre. On s'est dit, bon sang, si ce problème ne réapparaît pas, ce sera encore pire. Il vaudrait mieux qu'on puisse filmer un essai raté en haute résolution pour pouvoir comprendre ce qui se passe, plutôt que de rester sur cet unique échec. Jamais un échec n'aura été tant attendu. Enfin, après 6 essais réussis... 3, 2, 1. On était tous soulagés. Le parachute avait explosé et surtout, tous les enregistrements vidéo montraient clairement le problème. Il s'est produit ce qu'on appelle une fermeture. Ce phénomène survient lorsqu'un des bords du parachute se coince dans les suspentes. Une poche de tissu se remplit d'air, le parachute se gonfle à l'envers et la voilure se déchire. Un tel problème peut-il survenir à l'arrivée sur Mars? Il y a un risque de fermeture. Pendant des mois, les ingénieurs étudient les vidéos. Là, elle est moins organisée qu'ici. Puis, ils prennent conscience d'un paramètre capital. En soufflerie, le parachute met bien plus de temps à s'ouvrir qu'il ne lui en faudra dans l'atmosphère martienne. Sur Mars, le parachute ne met qu'une seconde à s'ouvrir. En soufflerie, il faut compter 6, 7, voire 8 secondes. Le temps que la voile se remplisse d'air, elle bat au vent et des pans de toile peuvent se coincer et se gonfler dans le mauvais sens. Un autre facteur accroît encore les risques de fermeture lors des essais en soufflerie. Le parachute se déploie latéralement et la gravité l'attire vers le bas, ce qui fait que le haut de la voile passe à travers les suspentes du bas. Un tel phénomène ne se produira pas sur Mars, car le parachute se déploiera vers le haut. On a mis longtemps à comprendre qu'il s'agissait d'un problème spécifique à la Terre et qu'on n'aurait pas ce souci sur Mars. C'était très angoissant. Sachant qu'on n'aurait qu'un seul parachute, on n'avait pas droit à l'erreur. L'équipe est désormais convaincue que son parachute s'ouvrira sans encombre sur Mars. Peu après le déploiement du parachute et le largage du bouclier thermique, le système radar entre en action. En envoyant des ondes à la surface de Mars et en mesurant le temps qu'elles mettent à revenir, cet instrument détermine l'altitude et la vitesse du rover. Sur la base de ces données, ce dernier déclenche la phase de descente propulsée, puis la manœuvre de la grue volante. Le succès de l'atterrissage repose sur une synchronisation parfaite. Ce radar ultra perfectionné comporte 6 puissantes antennes à faisceau étroit
fixés sur le module de descente. Chaque antenne effectue 20 mesures par seconde, offrant une précision sans précédent, du moins en théorie. Il fallait qu'on puisse tester le radar dans des conditions semblables à celles qu'il allait rencontrer sur Mars, et notamment à des altitudes très variées. Le radar se déclenche à environ 8000 mètres au-dessus de la surface de Mars, alors qu'il tombe à près de 500 km/h. C'est ici, au centre de recherche en vol Dryden de la NASA, que Stephen Lee et son équipe vont tester leur système. Une antenne radar a été arrimée sous l'aile d'un FA-18, lequel s'apprête à effectuer une série de vols acrobatiques. Le pilote va monter à 15 000 mètres, ralentir et faire un tonneau avant de piquer vers le sol. Au cours de ces 5 à 8 secondes de descente, le radar transmet des mesures d'altitude et de vitesse. Les données sont parfaites. L'équipe installe ensuite le radar à l'avant d'un hélicoptère afin de réaliser des essais à plus basse altitude, au-dessus d'un paysage quasi martien, le désert de Moab. On a survolé des coulées de lave, des dunes de sable. On a fait le tour d'un cratère où on observe de nombreuses formes très similaires à ce qu'on va trouver sur Mars. On descend à 24 mètres, et puis on remonte à 27. La phase de la grue volante pose un problème pour le radar. Lors de sa descente au sol, le rover risque d'interférer avec certains des faisceaux et induire le radar en erreur. Les ingénieurs décident donc de supprimer certains faisceaux et de rediriger les autres loin du rover. Mais disposeront-ils d'un nombre suffisant de données pour assurer un atterrissage en douceur? Pour le savoir, ils mettent au point un test élaboré. Au-dessous de l'hélicoptère, on a fixé une maquette du rover qu'on va faire monter et descendre pour voir comment le faisceau peut se réfléchir sur le rover et fausser les mesures radar. Magnifique! Si on réussit ce test et que le radar n'est pas perturbé par une maquette qui se balance devant lui, alors on est prêt pour Mars. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez, c'est super! On a constaté qu'il suffit de 2 faisceaux, même s'ils ne sont pas orientés verticalement, pour savoir à quelle vitesse on s'approche du sol. 2 ou 3 mètres. C'est génial! La mission du radar prendra fin dès que Curiosity touchera le sol. Mais comment le rover sera-t-il protégé du choc de l'atterrissage? Jamie Wedo dirige l'équipe qui a conçu et élaboré le système de mobilité de Curiosity. On commence. Les 6 roues, la suspension et autres mécanismes permettront au rover de circuler sur le sol martien. Stop. Ce système va également devoir servir de train d'atterrissage. Le rover se pose à la vitesse de près d'1 mètre par seconde, ce qui ne paraît pas énorme, mais les roues doivent supporter son poids, soit 900 kg. Et tous les chocs qui ne sont pas absorbés par les roues doivent l'être par la suspension. Le but, c'est de protéger tous les précieux instruments scientifiques. L'équipe doit trouver le moyen de rendre le système à la fois solide et léger. Et c'est le vélo qui va lui donner son inspiration. Sur les vélos actuels, on fait des choses étonnantes. Les tubes du cadre sont façonnés de manière à optimiser la rigidité dans tous les sens. On s'est donc adressé à un fabricant qui produit des vélos en titane et il nous a aidés à mettre au point les tubes de la suspension. Les roues du rover sont également redessinées. En gros, on a pris une roue de vélo et on l'a rendue aussi solide que possible. On a fabriqué une roue de vélo martienne. Des rayons incurvés en titane et des jantes souples en aluminium leur confèrent une grande robustesse. Jamie Wedo et son équipe vont tester leur nouveau système en plusieurs étapes. On lance le compte à rebours et on fait un essai.
les scientifiques vont utiliser une maquette de rover sans roues pour tester les mécanismes qui vont libérer le système de mobilité au cours de la phase finale d'approche. Le rover n'aura que 6 secondes pour déployer ses roues avant l'atterrissage. Ce test avait pour objectif de s'assurer que quand on allait déployer le système, rien n'allait pendre, que tous les câbles pourraient bouger librement et qu'ils ne s'en mêleraient pas entre eux. De petites charges explosives font sauter les boulons qui maintiennent les jambes du rover en position repliée. 4, 3, 2, 1, feu! Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que ce soit aussi violent, aussi bruyant, aussi saccadé. Dans la salle, on s'est tous dit « Oula, c'est normal ça ?» Ce n'est pas très gracieux. Mais quand on veut faire décrire un arc de 60 degrés à 100 kg de matériel et être prêt à atterrir en 6 secondes, il n'y a pas le choix. Afin de mesurer l'impact de l'atterrissage, l'équipe utilise une maquette entièrement démontable. Pour Jamie Wedo, chaque nouvel essai est une épreuve. J'avais les mains moites et la gorge sèche. Je le regardais descendre en me disant « Oh là là !» Puis ils l'ont lâché. Il s'est écrasé au sol, c'était violent. J'étais là, vous ne pouvez pas faire ça à notre bébé, c'est trop dur. Comme on dit, ce n'est pas la chute qui vous tue, c'est l'atterrissage. C'est extrêmement brutal. Et puis on se dit, non, il est conçu pour ça, il va encaisser le choc. Mais c'est viscéral. La première fois qu'on voit l'atterrissage pour de vrai, c'est très différent des simulations sur ordinateur. Félicitations. Génial. L'avantage quand on atterrit sur ses roues, c'est qu'on est prêt. Dès qu'on a atterri, on peut partir explorer et faire de la science. Pour tester l'aspect tout-terrain de Curiosity, des rovers expérimentaux ont enchaîné les kilomètres sur tout type de surface. Frein enclenché, rover à l'arrêt. Les dunes de sable se sont avérées redoutables pour les précédents rovers martiens. Il avance encore. Mais les larges roues de Curiosity semblent ne jamais s'enliser. Et si on le bloquait? Ok. Super, c'est ce que j'espérais. Je constate que c'est très difficile de bloquer cet engin. C'est bien ce qu'on veut. Chaque test est un nouveau pas en direction de Mars. Si l'exploration martienne a commencé il y a une cinquantaine d'années, la fascination qu'elle exerce sur l'homme est beaucoup plus ancienne. On imaginait autrefois qu'elle abritait une faune et une flore étranges, voire des êtres intelligents. Dans les années 1960, des sondes spatiales transmettent les premières images détaillées de la surface martienne. Aucune ville, pas d'océan ni de forêt. Si la vie existe sur Mars, alors elle est de taille microscopique. En 1976, la NASA effectue les premiers atterrissages réussis sur Mars. 2 sondes Viking, qui se sont posées chacune à un bout de la planète, collectent des échantillons de sol. Elles ne décèlent aucune trace de vie, pas un seul composé organique. Mars est déclarée planète morte. Et suite à cette déception, l'exploration de Mars a été suspendue pendant plus de 10 ans. Pour les missions d'exploration suivantes, le raisonnement est différent. Les scientifiques se disent, si Mars a autrefois abrité la vie telle qu'on la connaît, de l'eau liquide était forcément présente. Ces canaux et ces vallées semblent avoir été sculptés par l'eau, mais peut-être ont-ils été modelés par d'autres forces, comme des écoulements de lave. La recherche de traces d'eau devient alors la priorité de la NASA. Une nouvelle génération d'orbiteurs se met à scruter la surface martienne.
L'avantage, c'est qu'on peut embarquer beaucoup d'instruments. Ces orbiteurs sont relativement gros. On a envoyé des caméras pour déterminer les températures de surface, des lasers pour évaluer la hauteur des montagnes, des spectromètres pour savoir quels minéraux sont présents. Par ce biais, on peut cartographier la planète entière et déterminer l'emplacement des ressources minérales. Un satellite localise une région riche en hématite, un minéral qui se forme dans l'eau. Si je devais trouver un endroit où atterrir pour chercher de l'eau, je choisirais cette zone-là. Elle nous tend les bras. Un rover baptisé Opportunity est envoyé pour mener l'enquête. Une multitude de petites sphères parsèment le sol, incrustées dans des couches de roches. Le fait que ces roches soient stratifiées peut indiquer qu'elles se sont déposées dans l'eau liquide. Et on possède tout un kit d'outils à bord du rover qui vont nous permettre de savoir ce qu'il en est. Les analyses révèlent qu'il s'agit de sphères d'hématite qui, telles les perles dans les huîtres, se sont formées lorsque la roche était saturée d'eau salée. On pense qu'on a atterri sur ce qui formait autrefois la rive d'un lac salé. C'est fabuleux. On possède enfin la preuve qu'il y a eu à une époque de l'eau liquide sur Mars. À l'autre bout de la planète, le jumeau d'Opportunity, Spirit, explore un site supposé être un ancien lac. Spirit découvre un sol riche en silice, d'aspect blanc brillant, qui n'a pu se former qu'en présence d'eau et d'une chaleur intense. Il semble que Mars regorgeait autrefois de sources d'eau chaude. Les recherches de la NASA révèlent également la présence possible d'eau souterraine. Un orbiteur détecte de vastes quantités d'hydrogène, représentées en bleu, juste au-dessous de la surface de la planète. L'hydrogène est souvent révélateur de la présence d'H2O, autrement dit de l'eau. Tout ce bleu pourrait-il être de la glace? La sonde Phoenix va tester cette hypothèse dans la région du pôle Nord. En creusant une tranchée étroite, elle met au jour de mystérieux amas blancs. On a trouvé un matériau bleuté qui ressemblait à de la glace. Et ça a suscité des débats sans fin pour savoir si c'était de la glace, du sel ou un autre matériau exotique. C'est de la glace. Quelques jours plus tard, les amas se sont évaporés. Il s'agissait bien de glace. Le sous-sol martien abrite d'importantes réserves de glace. Si elles fondaient, une couche de 10 mètres d'eau recouvrirait la surface de la planète. Certains indices donnent même à penser que de l'eau liquide remonte parfois de façon fugitive à la surface de Mars. Dans l'hémisphère sud, au printemps, des raies sombres apparaissent dans de profondes ravines avant de s'estomper en automne. À en croire certains scientifiques, ces bandes correspondraient à des écoulements d'eau saumâtre juste au-dessous de la surface. Ces images prises par les sondes en orbite ont révolutionné notre vision de Mars. On trouve sur cette planète d'incroyables dépôts minéraux, des roches qui se sont formées dans des lacs et des sources chaudes. On pense même que de l'eau pourrait s'écouler aujourd'hui encore dans de petits canaux. Récemment, des orbiteurs et des télescopes terrestres ont détecté un élément surprenant dans l'atmosphère martienne. Des traces de méthane. Sur Terre, le méthane peut résulter de l'activité géologique, mais il est principalement généré comme sous-produit par des micro-organismes. À l'heure actuelle, il n'y a ni volcan actif, ni vie apparente à la surface de Mars. Quelle est donc la source d'émission de ce méthane? Des zones d'activité géologique profondément enfouies? Des microbes vivant dans le sol martien? Pour l'heure, le mystère reste entier. La planète rouge recèle encore de nombreux secrets. Une chose est sûre pourtant, Mars réunissait jadis deux des conditions nécessaires à la vie, l'énergie solaire et l'eau liquide. Aujourd'hui, Curiosity est prêt à partir à la recherche du troisième élément, des molécules organiques. Il lui faut pour cela prélever des échantillons de roches et de sol martiens. Une opération qui dépend de la puissance et de la précision de son bras robotisé.
Le bras robotisé est extrêmement sophistiqué. Il comporte 5 articulations. Il y a ce qu'on appelle l'articulation azimutale, qui correspond au mouvement d'avant en arrière de l'épaule, l'élévation, qui correspond au mouvement de haut en bas de l'épaule, le coude, qui fonctionne comme un coude et qui bouge comme ça, le poignet, qui fonctionne comme un poignet, et enfin, la tourelle, qui nous permet de tourner à 360 degrés dans toutes les directions. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Le bras est truffé d'instruments qui récoltent, traitent et transmettent des échantillons au mini-laboratoire. Curiosity ne sera pas le premier rover à collecter des pelletés de sol martien, mais les opérations de forage seront une première. Ce sera le premier forage sur un corps planétaire depuis Apollo. L'opération était complexe. Ils devaient prélever des carottes d'1 à 2 mètres, mais ils étaient sur place pour gérer les problèmes. Quand on creuse la surface d'une autre planète, on doit affronter toutes sortes d'inconnus. Faire en sorte que le travail soit propre, que les carottes ne soient pas contaminées par l'usage des moteurs, ne pas forer dans une roche qui peut boucher la foreuse et la rendre inutilisable. Voilà les plus grands défis. Après avoir testé divers types de perceuses, les ingénieurs sélectionnent un modèle particulièrement robuste. C'est une perceuse par rotopercussion, typiquement ce qu'on achèterait pour faire un trou dans une dalle en béton chez soi. La seule différence, c'est que quand on fait un trou chez soi, on ne cherche pas à récolter la poudre. Ici, on a un système de collecte autour de la mèche. Le mouvement de rotation de la perceuse projette la roche pulvérisée à l'intérieur de la tourelle. Elle passe alors à travers un filtre qui retient les plus grosses particules. Pour assurer le bon écoulement des échantillons, le système est soumis à de fortes secousses. Pour la plupart des sondes, on essaie de maintenir l'ensemble parfaitement propre et de réduire au maximum les chocs. Ici, on secoue la tourelle très fort et il y a de la poussière partout. C'est plus violent que d'habitude. C'est plus un forage minier qu'une opération de haute précision. Le grand défi a été de comprendre comment construire un système de forage qui n'allait pas casser le bras, ni trop secouer l'ordinateur du rover. Mais les vibrations et la poussière ne sont pas les seuls problèmes qui peuvent survenir lors du forage. Curiosity va opérer sur des terrains escarpés et inégaux. S'il dérape, il risque de tirer d'un coup sec sur le bras et de l'endommager. La perceuse peut également rester bloquée dans la roche et emprisonner le rover. Mais tout a été prévu. Si par malheur la mèche reste bloquée, il y a 2 mèches de rechange. On laissera la mèche plantée dans le sol et on en prendra une autre pour continuer le travail. 3, 2, 1, feu. Après avoir testé le processus étape par étape pendant des années, l'équipe va enfin procéder au premier essai d'échantillonnage complet. D'abord le forage, ensuite le filtrage et la récupération du précieux échantillon de roche pulvérisée. Il s'agit de bien viser. Bravo! Prends une photo. Ça peut sembler démesuré de déployer un mastodonte de 900 kg avec un bras de 100 kg pour obtenir un minuscule échantillon. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de plus pour les analyses. Et voilà! Une pincée de roche pulvérisée nous permettra peut-être de savoir si Mars a un jour réuni les éléments constitutifs de la vie. Mais où le rover devra-t-il se poser pour mener à bien sa mission ? Les sondes précédentes ne pouvaient atterrir que sur de grandes étendues plates et dégagées. Des sites spécifiques étaient sélectionnés à la surface de Mars, mais des facteurs météorologiques imprévisibles, comme la densité de l'atmosphère ou la force du vent, pouvaient décaler de plusieurs kilomètres le point d'atterrissage prévu. On ne sait pas à quoi ressemblera l'atmosphère le jour où on va atterrir. Ça augmente le degré d'incertitude. C'est très difficile de trouver un endroit sûr dans cette vaste étendue de terre. Curiosity peut toutefois atterrir en un point précis grâce à la technique dite de l'entrée guidée. Juste avant de pénétrer dans l'atmosphère martienne, la sonde largue de l'est.
Cette manœuvre déplace son centre de gravité et génère une portance semblable à celle qui s'exerce sous l'aile d'un avion. Ainsi, la sonde peut-elle voler. Elle mesure ensuite la densité de l'atmosphère et se sert de ses propulseurs pour ajuster son altitude et son cap afin d'atterrir à l'endroit prévu. Ce système permet de limiter l'incertitude quant à la position exacte du point d'atterrissage. On passe de plus de 100 km à une vingtaine de kilomètres, voire un peu moins. Ça multiplie le nombre de sites d'atterrissage possibles. Les possibilités sont si nombreuses qu'il faudra plus de 5 ans à une centaine d'experts pour choisir un site. La formation d'un ancien lac dans le cratère Holden. Des douzaines de sites sont minutieusement analysés. Tous ont un point commun. Vous remarquerez les chenaux incisés. Le point de départ, c'était de savoir si un site abritait des minéraux susceptibles de s'être formés dans l'eau. Sans ça, le site était éliminé d'office. Les experts votent. Enfin, le vainqueur est annoncé. Les résultats. Le cratère Gale. D'un diamètre de plus de 150 km, ce cratère d'impact pourrait jadis avoir été recouvert d'eau. Aujourd'hui, une montagne formée de couches de roches, le mont Sharp ou Aeolis Mons, culmine à près de 5000 mètres au-dessus du fond du cratère. Des orbiteurs ont détecté des minéraux qui se forment au contact de l'eau dans les strates inférieures de la montagne. Les strates supérieures conservent peut-être les traces de millions d'années d'histoire martienne. Les géologues ont les yeux qui se mettent à briller quand ils voient des strates. C'est comme un livre ouvert. On va explorer le mont Sharp de bas en haut en remontant à travers les différentes strates. On va parcourir tous les chapitres. On ne finira peut-être pas le livre, mais ça s'annonce passionnant. Été 2011. Les équipements de la mission sont fin prêts, mais ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Mars accomplit une révolution autour du Soleil en près de 2 ans. La distance qui la sépare de la Terre varie constamment. La fenêtre de lancement idéale pour aller vers la planète rouge ne revient que tous les 26 mois, et ce moment approche à grands pas. J'ai pour coutume de sortir ma trompette quand une sonde part du JPL. Le jour où on l'installe dans une caisse et où on l'envoie à l'autre bout du pays, en Floride, c'est le grand voyage pour Mars qui commence. Les ingénieurs qui ont construit Curiosity l'accompagnent jusqu'au centre spatial Kennedy. Leur mission est terminée. Une nouvelle équipe va se charger d'assembler le rover et tous les modules qui formeront la sonde spatiale. Dans 5 mois, cette dernière viendra prendre place au sommet d'une fusée Atlas V. Le 26 novembre 2011, le feu vert est donné. Produce ECS for launch. Roger. SCS count started. Status check. Go Atlas. Go Centaur. T-minus 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity. C'est magnifique. Prochaine étape, Mars. Alors que le Soleil commence à décliner sur les montagnes de Californie, l'impatience grandit. Le vrai Curiosity se trouve à près de 250 millions de kilomètres de la Terre. Dans quelques heures, son voyage prendra fin. Parmi les membres de l'équipe de la mission,
l'émotion est à son comble. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Je veux me souvenir de chaque instant. Je suis confiant, mais en même temps, j'angoisse un peu. Vous passez 10 ans de votre vie à travailler sur un projet et ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans quelques heures, avec un peu de chance, il y aura un nouveau rover sur Mars. C'est un moment très fort. On espère que tout ira pour le mieux. En tout cas, on s'est vraiment donné à fond. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Pour l'heure, les ingénieurs peuvent encore communiquer avec Curiosity. Mais au cours des 7 minutes de la procédure d'atterrissage, le rover fonctionnera de manière autonome, suivant une séquence programmée, puisqu'il faudra alors 14 minutes pour transmettre un message vers la Terre. On ne peut pas le manœuvrer depuis la Terre. Du coup, c'est comme si on était dans une machine à remonter le temps. On sait qu'il y a 14 minutes, telle ou telle chose a fonctionné. Séquence achevée. Activation mise à feu. C'est un peu surréaliste. On sait que tout est terminé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans quelques instants, Curiosity entrera dans l'atmosphère martienne. 7 minutes plus tard, il arrivera sur Mars en un morceau ou en plusieurs. Approche finale. Les 7 minutes de terreur, comme les appelle l'équipe, viennent de commencer. Start of guided entry. Vehicles continuing to decelerate. We're down to about Mach 2. Parachute deploy. We are decelerating. Speed shield has separated. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. We are in powered flight. Standing by for sky crane. Sky crane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Tango Delta nominal. Rim stable. Rim stable. UTIP is good. Touchdown confirmed. We're seeing on live. Images are starting to come down. Stand by for images. Soudain, l'équipe reçoit les premières cartes postales de Mars. C'est une roue. L'équivalent de « Ici tout va bien, dommage que vous n'ayez pas pu venir ». Et en quelque sorte, l'équipe est là-bas, aux côtés de Curiosity, savourant un rayon de soleil en cet après-midi martienne. Fantastique. Dès les premiers jours, Curiosity livre de fascinants panoramas du cratère Gale. 2 semaines après l'atterrissage, arrivent les photos de sa première excursion. L'attention des chercheurs est attirée par les traces produites par le souffle des rétrofusées. La poussée était tellement puissante que ça a balayé la terre et les cailloux, dégageant le substrat rocheux. On a vu qu'il était composé de fragments de différents types de matériaux. Et on s'est demandé s'il ne pouvait pas s'agir de roches cimentées qui aient un rapport avec l'eau. Il s'agit d'un indice intéressant, car la nature exacte du sol où Curiosity a atterri nous est inconnue. D'après les cartes établies par les sondes en orbite, une rivière aurait coulé au fond d'un canyon près du bord septentrional du cratère. Charriés par le courant, roches et sédiments se sont répandus dans ce dernier, formant ce qu'on appelle un dépôt de déjection. Ce dépôt s'étendait-il jusqu'au site d'atterrissage de Curiosity. 5 semaines après le début de la mission, le rover envoie des images d'un affleurement qui laisse l'équipe scientifique abasourdie.
C'est comme si on avait pris un marteau-piqueur et qu'on avait soulevé un bout de trottoir à New York. Et quand on examine ce bloc sur la tranche, on voit des cailloux à l'intérieur. Ils paraissent arrondis sur les bords. Ils ont tous été un peu érodés. Et on pense immédiatement au lit d'une rivière. Les cailloux, entraînés par le courant, s'entrechoquent et s'arrondissent progressivement. Les rovers précédents avaient mis en évidence des mers peu profondes et des sources d'eau chaude. Mais cette découverte est inédite. L'équipe penche quasi unanimement pour l'hypothèse d'un dépôt de cailloux qui se serait formé il y a des milliards d'années dans une rivière qui coulait autrefois dans cette région de Mars. D'après la taille des cailloux, les scientifiques pensent que cette rivière était profonde d'1 mètre et avait un fort débit. C'est la première fois qu'on a des preuves d'un ancien écoulement d'eau à la surface. On n'avait encore jamais fait une telle découverte sur Mars. À mesure qu'il progresse, Curiosity analyse le sol et découvre des minéraux similaires à ceux qu'on peut trouver dans les sols volcaniques d'Hawaï. Lors des premières analyses de l'atmosphère au cratère Gale, les capteurs détectent du gaz carbonique, mais aucune trace de méthane. Le méthane décelé sur Mars est-il plus éphémère qu'on ne le pensait? De nouveaux tests permettront peut-être de le savoir. La destination finale de Curiosity, qu'il mettra près d'1 an à atteindre, demeure le mont Sharp, dont les contreforts présentent de nombreuses couches géologiques. Quand on les voit, ces contreforts ont un aspect familier. On a presque l'impression d'être revenu sur Terre. Sauf qu'on est bien sur Mars. On pourrait aussi bien être dans le désert de Moab ou quelque part dans l'Utah. Ce qui amène à se demander pourquoi n'y aurait-il pas de la vie sur Mars comme il y en a sur la Terre. Et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de répondre à cette question. Notre curiosité nous a conduits dans un autre monde. Qui sait jusqu'où elle nous mènera? Notre voyage de découverte ne fait que commencer. On était tous soulagés. Le parachute avait explosé et surtout, tous les enregistrements vidéo montraient clairement le problème. Il s'est produit ce qu'on appelle une fermeture. Ce phénomène survient lorsqu'un des bords du parachute se coince dans les suspentes. Une poche de tissu se remplit d'air, le parachute se gonfle à l'envers et la voilure se déchire. Un tel problème peut-il survenir à l'arrivée sur Mars? Il y a un risque de fermeture. Pendant des mois, les ingénieurs étudient les vidéos. Là, elle est moins organisée qu'ici. Puis, ils prennent conscience d'un paramètre capital. En soufflerie, le parachute met bien plus de temps à s'ouvrir qu'il ne lui en faudra dans l'atmosphère martienne. Sur Mars, le parachute ne met qu'1 seconde à s'ouvrir. En soufflerie, il faut compter 6, 7, voire 8 secondes. Le temps que la voile se remplisse d'air, elle bat au vent et des pans de toile peuvent se coincer et se gonfler dans le mauvais sens. Un autre facteur accroît encore les risques de fermeture lors des essais en soufflerie. Le parachute se déploie latéralement et la gravité l'attire vers le bas, ce qui fait que le haut de la voile passe à travers les suspentes du bas.
Un tel phénomène ne se produira pas sur Mars, car le parachute se déploiera vers le haut. On a mis longtemps à comprendre qu'il s'agissait d'un problème spécifique à la Terre et qu'on n'aurait pas ce souci sur Mars. C'était très angoissant. Sachant qu'on n'aurait qu'un seul parachute, on n'avait pas droit à l'erreur. L'équipe est désormais convaincue que son parachute s'ouvrira sans encombre sur Mars. Peu après le déploiement du parachute et le largage du bouclier thermique, le système radar entre en action. En envoyant des ondes à la surface de Mars et en mesurant le temps qu'elles mettent à revenir, cet instrument détermine l'altitude et la vitesse du rover. Sur la base de ces données, ce dernier déclenche la phase de descente propulsée, puis la manœuvre de la grue volante. Le succès de l'atterrissage repose sur une synchronisation parfaite. Ce radar ultra perfectionné comporte 6 puissantes antennes à faisceau étroit fixées sur le module de descente. Chaque antenne effectue 20 mesures par seconde, offrant une précision sans précédent, du moins en théorie. Il fallait qu'on puisse tester le radar dans des conditions semblables à celles qu'il allait rencontrer sur Mars, et notamment à des altitudes très variées. Le radar se déclenche à environ 8000 mètres au-dessus de la surface de Mars, alors qu'il tombe à près de 500 km/h. C'est ici, au centre de recherche en vol Dryden de la NASA, que Stephen Lee et son équipe vont tester leur système. Une antenne radar a été arrimée sous l'aile d'un FA-18, lequel s'apprête à effectuer une série de vols acrobatiques. Le pilote va monter à 15 000 mètres, ralentir et faire un tonneau avant de piquer vers le sol. Au cours de ces 5 à 8 secondes de descente, le radar transmet des mesures d'altitude et de vitesse. Les données sont parfaites. L'équipe installe ensuite le radar à l'avant d'un hélicoptère afin de réaliser des essais à plus basse altitude au-dessus d'un paysage quasi martien, le désert de Mojave. On a survolé des coulées de lave, des dunes de sable. On a fait le tour d'un cratère où... Voici l'équipe qui ce soir nous a ramenés sur Mars. Le 5 août 2012, cette équipe est entrée dans l'histoire. Son dernier bébé, le plus grand et le plus sophistiqué des robots martiens, s'est posé en douceur sur le sol de la planète rouge. Cet exploit a nécessité 10 ans de recherche et d'expérimentation rigoureuse. L'équipe a repoussé les limites de la technologie et a gagné son pari. C'est génial! Baptisé Curiosity, ce rover va tenter de répondre aux questions que l'homme se pose depuis longtemps. Y a-t-il actuellement, ou y a-t-il eu dans le passé, des formes de vie sur Mars? Sommes-nous seuls? Pour moi, c'est la grande question scientifique. Regardez! Mars a déjà fait l'objet de nombreuses explorations. Et les missions précédentes ont dévoilé une planète plus dynamique qu'on ne l'aurait jamais imaginée. Avec Curiosity, s'ouvre une nouvelle ère de découverte, motivée par un rêve très ancien. L'homme a besoin d'aller explorer, parce qu'il est curieux de nature. On a soif de l'inconnu. Mars, c'est un peu notre nouvelle frontière. Ce sera l'aventure la plus excitante qu'on ait jamais entreprise sur Mars. Ce rover a été créé pour percer les secrets de la planète rouge. Embarqué avec la mission Curiosity. Le moment de vérité approche pour les plusieurs centaines d'ingénieurs et de scientifiques du Jet Propulsion Laboratory en Californie du Sud. 8 mois plus tôt,
cette équipe a lancé une mission vers Mars. Et dans moins d'1 heure, le robot qu'elle a conçu se posera sans encombre ou connaîtra une triste fin. Les chances de réussite sont minces. La plupart des missions vers Mars ont échoué. Ce soir, des carrières et des réputations sont en jeu. L'avenir même du programme spatial américain pourrait bien être remis en question. Mais pourquoi une telle fascination pour la planète rouge ? Certes, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, mais ses paysages sont grandioses. On y trouve le plus long canyon connu de tout le système solaire, 10 fois plus long et 5 fois plus profond que le Grand Canyon de l'Ouest américain. Ainsi que le plus gros volcan, 25 000 mètres d'altitude. Et d'imposants cratères jalonnent la surface. Ce spectacle, de toute beauté, ne doit cependant pas faire oublier l'hostilité des lieux. Dépourvu de champ magnétique global, Mars est balayé en permanence par le vent solaire. Frappée par le rayonnement solaire, l'atmosphère martienne, composée essentiellement de gaz carbonique, est 100 fois plus fine que celle de la Terre. Trop fine pour piéger la chaleur. Au cours de l'été martien, les températures peuvent être positives à l'équateur, mais en règle générale, la surface est glaciale, avoisinant les moins 53 degrés. S'il y avait aujourd'hui de l'eau sur Mars, elle passerait presque instantanément à l'état gazeux ou solide. Pourtant, l'eau a laissé son empreinte à travers toute la planète, pulvérise la roche et récolte la poudre ainsi obtenue. Sur Terre, on doit apporter l'échantillon au labo pour l'analyser. Avec Curiosity, c'est le labo qu'on apporte sur le terrain. Grâce à un bras manipulateur, les échantillons de roches pulvérisées sont déposés dans 2 mini-laboratoires à l'intérieur du rover. Le premier utilise des faisceaux de rayons X pour identifier les minéraux. Le second recherche la présence de molécules organiques qui pourraient avoir été associées à la vie. Grâce aux molécules organiques, on est capable de détecter des traces de vie passée, même si aucun fossile ni aucun organisme n'a subsisté. On ne cherche pas directement des formes de vie, on cherche des composés organiques. Les capacités technologiques de Curiosity ouvrent une nouvelle page de l'exploration martienne. Cette mission va faire progresser nos connaissances sur Mars comme jamais auparavant. On embarque 15 fois plus d'équipements scientifiques, ce qui explique que le rover qui va devoir les porter soit si gros. Curiosity pèse près d'1 tonne, plus de 2 fois le poids combiné de tous les précédents rovers martiens. Or, quand il s'agit de se poser sur le sol de Mars, chaque kilo compte. Il fallait un nouveau système. On n'avait jamais fait atterrir un tel engin. Tous les atterrissages réussis ont fait intervenir grosso modo les mêmes techniques. Le rover est logé entre une coque et un bouclier thermique qui le protège des échauffements lors de l'entrée dans l'atmosphère martienne. Puis, un parachute se déploie. Mais l'atmosphère martienne est trop ténue pour ralentir la descente jusqu'au sol et assurer un atterrissage en douceur. Quelles sont donc les solutions ? Les prédécesseurs de Curiosity ont eu recours à des airbags géants afin d'amortir le choc. Mais ce rover était trop gros pour qu'on puisse envisager d'utiliser des airbags. Il aurait fallu des ballons extrêmement gros et lourds. Il fallait trouver autre chose. L'approche traditionnelle consiste à utiliser un module atterrisseur autopropulsé muni de jambes d'atterrissage. En temps normal, la fusée se pose la première. On descend l'échelle et on part explorer. Comme Buck Rogers ou les astronautes d'Apollo. Mais on voyait bien qu'un atterrisseur serait trop lourd avec un gros rover sur le dos. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas faire l'inverse? Retournons l'ensemble et plaçons la fusée au-dessus.
et le rover monté sur roue en dessous. On a commencé à creuser cette idée d'un jetpack, un réacteur dorsal, au bout duquel serait suspendu le rover. Ça n'a rien d'évident au premier abord. C'est même assez casse-gueule. On en a un deuxième? L'équipe propose alors une procédure inédite. Le scénario est le suivant. Curiosity pénètre dans l'atmosphère martienne à 21 000 km/h. Les frottements le ralentissent jusqu'à 1500 km/h. Puis, le parachute se déploie. À 1600 mètres du sol, le module de descente se débarrasse de sa capsule et allume ses rétrofusées. Il se transforme ensuite en sorte de grue volante. Il libère le robot Curiosity et le fait descendre au bout de 3 filins. Une fois le rover posé au sol, les câbles se détachent, puis le module de descente repart et va s'écraser un peu plus loin. Le tout ne dure que 7 minutes et requiert une précision extrême. Il y a littéralement Lits fluviaux, deltas, paysages érodés par des inondations massives. Selon la plupart des spécialistes, il y a 3,5 milliards, 4 milliards d'années, il y avait sûrement beaucoup plus d'eau sur Mars sous forme de lacs et de rivières intermittentes. Dans sa jeunesse, Mars était en quelque sorte la jumelle de la Terre. À l'époque où l'eau coulait à flot sur Mars, la vie s'y est-elle développée? Comment la planète s'est-elle transformée en un désert glacial? Pourrait-elle aujourd'hui abriter des formes de vie? Telles sont les questions qui nous ramènent sans cesse vers la planète rouge. La dernière mission de la NASA, Mars Science Laboratory, ou MSL, a pour pièce maîtresse le rover Curiosity, le plus ambitieux robot scientifique jamais envoyé sur une autre planète. J'adore le nom de notre rover. La curiosité, je pense que c'est sa raison d'être. On en parle comme si c'était une personne, parce que pour nous, c'en est une. Curiosity est une merveille de technologie. Bardé d'instruments scientifiques uniques en leur genre, il est équipé pour communiquer depuis Mars et il est alimenté par une batterie nucléaire. De quoi mener à bien sa mission 2 ans durant dans l'environnement extrême de la planète rouge. L'objectif de cette mission est de rechercher des environnements habitables. Et ça revient en gros à rechercher 3 éléments indispensables à la vie. Sur Terre, tous les organismes vivants ont besoin de 3 éléments essentiels. Une source d'énergie, comme le soleil ou l'activité volcanique, de l'eau liquide et des composés organiques, les molécules carbonées qui constituent les briques de la vie. Mars a-t-elle un jour réuni les conditions nécessaires à l'apparition de la vie? En analysant les roches et le sol de la planète rouge, le rover va nous permettre de le découvrir. Expédier Curiosity sur Mars revient presque à envoyer sur place un géologue de terrain comme John Grotzinger. Quand un géologue observe un paysage comme celui-ci sur Terre, il cherche des indices qui lui permettent de reconstituer l'histoire géologique de la planète. Et aujourd'hui, grâce à Curiosity, on peut faire la même chose sur Mars. Les outils à disposition du rover ont de quoi faire pâlir d'envie tous les géologues de notre planète. Tout bon géologue possède une loupe de terrain pour observer les grains qui composent les roches. Curiosity possède un instrument équivalent, le MALI. Cette caméra, montée à l'extrémité du bras du rover, permet d'observer les roches de près ou de loin. On peut faire une mise au point à différentes distances selon l'objet qu'on observe. Ce sera mieux qu'avec ça. La photographie est très importante parce qu'elle crée un contexte pour toutes les mesures et observations. Curiosity est équipé de 17 appareils photo. On a un téléobjectif,
On peut faire des plans moyens, des gros plans. On peut aussi tourner des vidéos. Pour recueillir des échantillons de roches, le géologue utilise un simple marteau. Le marteau sert à prélever des roches qui ne sont pas visibles en surface, pour en effectuer l'analyse géochimique et en connaître l'origine. Curiosity, lui, dispose d'outils nettement plus puissants, notamment un laser capable de vaporiser un échantillon gros comme une tête d'épingle jusqu'à 7 mètres de distance. L'analyse de la lumière émise par la vaporisation permet de déterminer la composition chimique de la roche. Le rover est également doté d'une foreuse qui... Littéralement des millions de petites choses qui doivent s'enchaîner correctement. Sinon, la partie est terminée. Pour exposer leur tout nouveau système d'atterrissage, les ingénieurs réalisent une courte présentation vidéo. L'accueil est plutôt mitigé. Certains de nos chefs ont été horrifiés quand ils ont vu cette vidéo. C'était à se demander si ça n'allait pas déclencher des paris à Las Vegas. La séquence d'atterrissage est totalement irréelle. On n'y croit pas. La grue volante paraissait très peu crédible. Il a fallu convaincre nos chefs que ce n'était pas une invention délirante, mais au contraire une solution élégante. L'équipe doit tester son système et la tâche est loin d'être aisée. Ici, sur Terre, on ne peut pas réaliser une seule expérience pour simuler la descente depuis l'entrée dans l'atmosphère jusqu'à l'atterrissage. Il n'y a pas la même atmosphère ni la même gravité. On doit fragmenter la phase de test en de multiples séquences et, sur la base des résultats obtenus, se convaincre que l'ensemble va fonctionner. Pendant des années, différentes équipes vont se relayer pour tester un à un les éléments de ce nouveau système d'atterrissage. Le parachute de Curiosity est le plus grand jamais réalisé pour un vol extraterrestre. Mesurant 16 mètres de diamètre, il est conçu pour supporter un poids équivalent à 30 tonnes. Afin de tester sa fiabilité, une équipe se rend à la plus grande soufflerie du monde, au cœur de la Silicon Valley. On était convaincus que le parachute était bien conçu et que tout allait bien se passer. Le premier essai est une réussite. 3, 2, 1, feu! Le parachute s'ouvre, les murs tremblent, on voit la toile qui flotte dans l'air et tout le monde jubile. C'est fabuleux. Un deuxième essai est alors réalisé. 3, 2, 1, feu! Raté. Une catastrophe. Il a explosé. Il y avait des petits bouts partout et un truc en lambeaux au bout du tunnel. Le parachute est fichu. C'est presque comme si on perdait un ami, un compagnon de route. Ça nous a pris au dépourvu. On ne s'y attendait pas. L'équipe est anéantie. On a établi un véritable plan de bataille pour déterminer les raisons de l'explosion et savoir si ce problème mettait en péril la mission. Ils ne disposent que d'une vidéo de piètre qualité. Il leur faut de meilleures données. On s'est procuré 13 ou 14 caméras, haute résolution, haute vitesse, qu'on a réparties un peu partout. Si un truc ne fonctionnait pas, cette fois, on ne risquait pas de le manquer. L'équipe reprend les essais en espérant fortement un nouvel échec. 2, 1. On a refait un test et le parachute s'est ouvert normalement. On était déçus. Réussi. On a recommencé. Et c'est réussi. Puis un autre et encore un autre. On s'est dit, bon sang, si ce problème ne réapparaît pas, ce sera encore pire. Il vaudrait mieux qu'on puisse filmer un essai raté en haute résolution pour pouvoir comprendre ce qui se passe, plutôt que de rester sur cet unique échec. Jamais un échec n'aura été tant attendu. Enfin, après 6 essais réussis... 3, 2, 1...